Bienvenue dans cette nouvelle chronique qui, à défaut de plaire au palais d'Almoradia, aura le mérite de raconter ce que beaucoup savent au sein du sérail algérien, mais de manière très confidentielle, ce que beaucoup savent mais que personne n'ose dire tout haut. Aujourd'hui, nous allons plonger, et avec les détails, dans les recoins les plus sombres de l'histoire personnelle et politique d'Abdelmadjid Tebboune, président de la République algérienne. Je tiens à vous le dire, ce que je vais vous raconter aujourd'hui, ce sont des histoires vraies, vérifiées et recoupées. Ce ne sont pas des rumeurs, c'est un travail d'investigation journalistique. J'ai passé plus d'1 an à vérifier quasiment point par point chaque information et je suis désormais prêt à partager avec vous, peuple algérien et avec l'opinion internationale, ce premier volet d'une série de révélations qui concerne le dictateur algérien. À la fin de cette vidéo, je reviendrai sur des faits d'actualité. Et même si le sujet n'a absolument rien à voir de façon directe avec ce que je vais vous relater, je vais revenir sur l'affaire scabreuse de Nassar El-Djen. Mais d'abord, générique. Bonjour à tous. Avant d'entrer dans le vif du sujet, une mise au point s'impose. Je souhaiterais que chacun de vous comprenne ma démarche. Je ne suis ni un voyeur, ni un délateur. Je ne suis pas non plus un paparazzi qui alimente les journaux à scandale. C'est dire qu'en tant que journaliste politique, je n'ai ni la vocation, ni le plaisir à fouiller dans les draps froissés. J'ai toujours respecté la vie privée, y compris celle des pires autocrates et des pires dictateurs. En revanche, il y a une règle, à la fois éthique et déontologique, qui est suivie par tous les médias, toute la presse de la planète, surtout dans les pays démocratiques. Lorsque la vie privée d'un responsable politique, quel qu'il soit, influe directement sur ses fonctions publiques, lorsque ses frasques conditionnent ses choix, ses amitiés et ses alliances, alors oui, il est du devoir de tout journaliste responsable d'éclairer l'opinion publique. C'est cela ma démarche, et rien que cela. Cela permet de mieux cerner des personnages, connaître leurs travers et surtout, dans le cas d'espèce, dans le cas du dictateur algérien, comprendre l'évolution d'un homme qui n'était pas du tout prédestiné à devenir chef d'État, en raison notamment des insuffisances professionnelles que sa hiérarchie n'a eu de cesse de mentionner, et ce, tout au long de sa carrière, mais aussi en raison de ses nombreuses frasques et de son affairisme pathologique. À chaque fois qu'il a changé de poste, c'était en raison de sa médiocrité et son manque d'attrait pour le travail. C'est cela Abdelmadjid Tebboune. Et à chaque fois qu'il a connu une promotion, c'était grâce au tribalisme, au copinage et au régionalisme, voire parfois en raison d'un service rendu. Dans cette vidéo, je vous demande de suivre parce qu'elle va refléter la réalité du personnage. Et elle va aussi vous permettre d'avoir accès à l'intimité de Abdelmadjid Tebboune et de mieux comprendre ce personnage trouble qui n'est pas du tout fait pour diriger un État. Nous sommes fin des années 80. Abdelmadjid Tebboune est alors Wali de Tizi Ouzou. Fonction sensible s'il en est, conjoncture politique et sociale tendue dans une région, la Kabylie, qui revendique de manière légitime et pacifique la reconnaissance d'une identité berbère méprisée depuis l'indépendance par un régime qui manipule le populisme et les courants islamistes. Mais alors que la région nécessite un suivi sérieux et que la population locale attend des réponses concrètes, le Wali, un certain Abdelmadjid Tebboune, s'illustre d'un côté par son attrait pour l'affairisme et d'un autre
pour ce caractère de jouisseur qui le caractérise. Après plusieurs années dans la préfectorale, ce haut fonctionnaire, sans saveur et sans charisme, est pour le pouvoir central l'illustration du parfait exécutant qui, malgré des manquements avérés, arrive néanmoins à évoluer. Il passe peu de temps au bureau, c'est une marque de conduite qu'il traîne à ce jour, y compris à la présidence. Il privilégie alors les soirées entre amis et les beuveries. Majid, comme l'appellent ses copains, est alors réputé pour être un bon vivant qui aime refaire l'Algérie en vidant quelques bouteilles de whisky. À Tizi Ouzou, où il compte quelques amis, pendant qu'il fait semblant de gérer les affaires locales, il mène entre 2 décrets et 3 inaugurations une double vie. S'il se rend souvent à Paris à cette époque, c'est parce qu'une charmante compagnie l'attend à chacune de ses virées. Et pas seulement une maîtresse, un projet immobilier aussi. L'un de ses amis, à la fin des années 80, lui présente un vieux kabyle émigré, propriétaire d'un bar et d'un appartement dans la capitale française. Le monsieur veut alors vendre et retourner au pays pour passer sa retraite. Ça tombe bien, Tebboune veut investir, surtout en France, mais pas au grand jour, bien sûr. Un haut fonctionnaire, ça se doit de rester discret. Alors il achète ce bar et l'appartement attenant, mais au nom de sa maîtresse. Alors je dois vous faire une précision très importante. Le bar, Abdelmajid Tebboune ne l'a pas acheté avec de l'argent. En contrepartie d'une faveur que je vais vous relater, il a obtenu ce bar et il l'a mis au nom de sa maîtresse de l'époque. Et c'était quoi la contrepartie? Cet immigré kabyle, propriétaire du bar, qui voulait rentrer au pays, voulait également récupérer une concession minière. Donc Abdelmajid Tebboune, à l'époque wali de Tizi Ouzou, lui a donné une concession minière par arrêté préfectoral et il a récupéré à Paris ce fameux bar qu'il mettra au nom de sa maîtresse. Voilà le montage qui démontre une fois de plus que Abdelmajid Tebboune est un corrompu et que cela date depuis très longtemps. J'invite les autorités algériennes, enfin je peux rêver, ou la justice algérienne, de vérifier mes dires et d'aller enquêter si tant est qu'il reste des hommes avec de l'honneur dans ce pays. Et il a donné un bien appartenant à l'État et il a récupéré, à titre personnel, un bar qu'il a mis au nom de cette femme qui était, disons, sa maîtresse ou son épouse non déclarée. Disons-le, madame était alors enceinte. Tout était prévu. Un bar, un appartement et probablement un héritier. Après tout, dans cette Algérie qui bouillonne, pourquoi ne pas construire une petite vie parisienne, histoire de s'offrir une porte de sortie, pourquoi pas, si l'État islamique promis alors par le fils venait à voir le jour. Il recrute alors un barman pour gérer son établissement. Il laisse sa maîtresse enceinte et lui retourne à Alger. Et là, tout s'accélère. Nous sommes en juin 1991. Il est nommé ministre délégué aux collectivités locales auprès du ministre de l'Intérieur. Une nomination imposée à l'époque par l'Arbi Belkhir à Sid Ahmed Ghazali, chef du gouvernement, au nom de ce bon vieux régionalisme tribal dont le pouvoir algérien raffole. Alors je tiens à ce stade à faire une précision. Si la France, souvent complice, a su garder secrète la plupart des archives qui mettent en cause des dignitaires algériens, elle accepte parfois, si l'on sait parler aux bonnes personnes, à laisser fuiter quelques informations. Toujours est-il que l'histoire que je vais vous raconter, je l'ai apprise grâce à des sources algériennes. Et Abdelmajid Tebboune le sait, puisqu'il soupçonne, parmi ceux qui sont au courant de cette affaire, il soupçonne l'un de ses amis intimes, l'ancien ministre de l'Agriculture, Abdelkader Kadi, qui est aujourd'hui en prison, et je peux vous le certifier, à cause de cette histoire. Mais il se trompe, ce n'est pas Abdelkader Kadi, que je ne connais pas, qui m'a raconté cette histoire. L'histoire que je suis en train de vous raconter, oui, je l'ai apprise grâce à des sources algériennes. Car certains de mes interlocuteurs ont été des proches de Abdelmajid Tebboune. Mais pour recouper les informations, j'ai dû solliciter aussi des sources françaises.
parce que tout cela me semblait, je dois l'avouer, surréaliste. Et après plusieurs mois d'enquête, j'ai pu confirmer les révélations qui m'ont été faites à propos du dictateur algérien qui menait donc bel et bien une double vie avec une famille officielle en Algérie et une autre famille dans la clandestinité à Paris. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Le plus grave est à venir. Je partage avec vous mes informations, vous l'aurez compris, non pas pour m'immiscer dans sa vie privée, je l'ai dit, qui ne m'intéresse pas du tout puisqu'elle ressemble à la vie de millions de goujats frustrés du système algérien. Si je les partage avec vous, ces informations, c'est pour que d'aucuns puissent comprendre la psychologie de ce dictateur. Tebboune avait donc une maîtresse en France. Et fin 1991, après plusieurs mois d'absence en raison de ses activités à Alger, il revient discrètement à Paris, voir sa douce, mais aussi faire connaissance avec ce fils né quelques mois plus tôt. Il vient aussi s'enquérir de l'état de ses affaires, bien sûr, le fameux bar qui est géré par ce barman qu'il a lui-même recruté. Même si le bar qu'il a acheté est au nom de sa maîtresse, il a besoin quand même de savoir ce qu'il lui rapporte. Voilà un ministre algérien délégué auprès du ministre de l'Intérieur dont la priorité, à ce moment-là, ce sont ses propres affaires. Au moment où l'Algérie est au bord, rappelons-le, du précipice, car les islamistes jurent d'instaurer une théocratie, leur fameuse Daoula Islamia, rappelez-vous, celle promise par Abbasi Madani Ali Belhadj notamment, et de leur côté, les généraux, rappelez-vous, dont l'ombre commençait déjà à réfléchir à l'arrêt du processus électoral et à la dissolution du fils. La société, quoi qu'on en dise, est alors en ébullition. Toute l'Algérie est sur un volcan. Nous sommes à la veille de la décennie noire, mais Tebboune n'est centré que sur sa petite personne, ses petits plaisirs et ses petites affaires. Le petit arriviste de Mechria, qui aime l'alcool, l'argent et les femmes, je l'ai dit à maintes reprises, a d'autres préoccupations en effet en arrivant à Paris pendant cet hiver 1991. Mais voilà, sa maîtresse, furieuse d'avoir été abandonnée durant plusieurs mois, a trouvé mieux à faire. La dame, désormais en couple avec le barman, lui claque la porte-nez. Durant une soirée d'ivresse, il rumine, je parle de Tebboune, et décide d'insister. Et notre Tebboune national n'est pas du genre à lâcher l'affaire, surtout quand ça concerne une femme ou quelques affaires. En quelques heures, il apprend qu'il a perdu sa maîtresse et son bar, au profit d'un inconnu qu'il avait lui-même recruté. Alors Tebboune insiste. Il revient au bar, il fait nuit noire et se mit à tambouriner à la porte. L'amant sort et le fait dégager. Les deux hommes se repoussent mutuellement et là, altercation. Devant ce trouble à l'ordre public, le voisinage appelle la police. Un équipage arrive, toute sirène hurlante, quelques minutes plus tard. Quand les agents sortent du véhicule, ils trouvent un homme désobligeant, bien éthanolé, c'est-à-dire complètement ivre, et au moment où il s'apprête à l'arrêter, il se mit à vociférer dans sa moustache sur ce ton dont seuls les ivrognes ont le secret. « Ne me touchez pas, je suis le ministre de l'Intérieur de la République algérienne », avait-il clamé fièrement. On le sait parce que tout simplement, il y a eu une main courante rédigée par les policiers français. Alors, évidemment, c'est une scène digne d'une opérette kafkaïenne. Les policiers qui confirment donc son identité et son statut de ministre auprès des personnes qui étaient là, et notamment de la personne qui l'accompagnait, mais surtout du barman, arrivent donc à le calmer et lui demandent de s'en aller. Imaginez des policiers français qui demandent à un ministre algérien en état d'ivresse de se calmer et lui demandent de partir. Évidemment, Abdelmadjid Tebboune obtempère et part. Tebboune décide alors de partir comme un prince, la tête haute, évidemment, et la moustache algérienne bien fière. En réalité, vous savez quoi? On ne va rien exagérer. Il est parti la queue entre les jambes. Et par la suite, même s'ils ont l'habitude, et même s'ils sont souvent les témoins des frasques, des dignitaires, des pays du tiers-monde dans la vie nocturne parisienne, les policiers français sont malgré tout ébahis par ce qu'ils viennent de voir. En bon procédurier, ils mentionnent l'incident dans une main courante. Le lendemain, leur hiérarchie leur demande alors d'établir un rapport d'incident, c'est ainsi qu'on l'appelle, qui sera transmis quelques jours plus tard
à la DST, la Direction de la surveillance du territoire. Les patrons du contre-espionnage français, qui entretiennent à l'époque d'excellentes relations, notamment avec le général Smaïl Lamari, informent leur homologue algérien à propos de cet incident avec le fameux ministre algérien. Malgré son caractère froid, selon mes informations, lorsqu'il apprit quelques jours plus tard de la bouche du général Smaïl l'affaire en question, le patron de l'ancien DRS, en l'occurrence le général Toufir, serait entré dans une colère noire. Verdict, Tebboune doit être à tout prix écarté de toute fonction officielle. Et c'est une demande du patron du DRS à l'époque qui amènera, en février 1992, à congédier Abdelmadjid Tebboune. Le rideau tombe donc sur sa carrière et tous ceux qui voulaient savoir pourquoi Tebboune a disparu des radars au courant des années 90, eh bien ils ont désormais la réponse. Et au lieu de répondre de façon intempestive, comme font les mouches électroniques et les soutiens du dictateur algérien, encore faut-il à la fois vérifier et méditer sur ces informations qui, je le répète, sont totalement vraies, recoupées et vérifiées. Depuis ce temps, Abdelmadjid Tebboune est littéralement méprisé par tous les patrons des services de renseignement algériens. Je parle évidemment de l'ancienne génération qui est au courant de cette affaire. Commence alors la traversée du désert d'Abdelmadjid Tebboune, au sens propre comme au sens figuré. Pour lui, ce sera direction Adrar. Il y bâtit une belle villa. Oui, avec les économies qu'il a amassées grâce aux multiples affaires qu'il a réalisées partout où il est passé, il pouvait se permettre. C'est la ville où habitent ses beaux-parents. C'est pour ça que son choix s'est porté sur Adrar. Il y va pour se faire oublier, pour se cacher car il a honte et il veut être loin des salons algérois. D'autant plus que quelques initiés sont déjà au courant de ces mésaventures parisiennes. C'est aussi quelqu'un qui n'est pas réputé pour son courage. Or, l'Algérie à l'époque est à feu et à sang, et Adrar est calme. Elle ne fait pas face à la violence terroriste. Il décide alors de créer une société pour vendre des pois chiches et des haricots secs. Il s'associe avec un certain Mohamed Hassouni. Oui, celui-là même qui deviendra conseiller présidentiel en 2023, chargé des affaires religieuses, des zaouïas et des écoles coraniques. Un expert? Pas du tout. Hassouni est même un analphabète quasiment. C'est juste un ami et un ancien associé de Tebboune. Cet ami l'introduira auprès des zaouïas au sud du pays pendant sa présence à Adrar. Car à Adrar, justement, il y a aussi le cheikh Belkbir, un cheikh soufi fondateur de la grande zaouïa de Touat, souvent visitée par des dignitaires du régime. Et figurez-vous qui rend régulièrement visite au cheikh Belkbir. Un homme en particulier. Il s'appelle Abdelaziz Bouteflika. L'ancien ministre de Boumedienne vit lui aussi, durant ces années 90, sa traversée du désert. Et on le sait aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est attiré par les milieux soufis et le mysticisme. Lors de ses escapades dans le sud du pays, à Adrar, qui ne dispose pas de grandes infrastructures hôtelières, il est alors reçu par un certain Abdelmadjid Tebboune qui vient à peine de terminer la construction d'une belle villa qui dispose des commodités pour accueillir un Bouteflika qui a le goût du luxe. À défaut d'amitié, une complicité naît entre les deux hommes. L'un a la villa, l'autre cherche un abri. Mais de plus, Bouteflika, qui dépasse intellectuellement Tebboune à la fois de la tête et des épaules, était un très bon conteur, qui pouvait parler des heures durant, surtout lorsque plus personne ne s'intéressait à lui. Tebboune, lui, méprisé par l'ensemble du sérail en raison de ses frasques et de sa médiocrité intellectuelle, et d'une certaine manière fier et flatté de voir que Bouteflika lui accorde intérêt, malgré son côté très limité et très terre-à-terre. Il l'écoute des heures durant. Oui, il écoute alors l'ancien chef de la diplomatie algérienne raconter et parler à la fois de Fidel Castro, de Che Guevara, du général de Gaulle, du terroriste Carlos et des dirigeants américains et soviétiques. Il est littéralement sous le charme. Et voilà comment la grande histoire peut parfois changer le cours d'une vie. 1999, Abdelaziz Bouteflika devient président de la République coopté par l'armée. Tebboune, qui était sorti du gouvernement en 1992 par la toute petite porte, revient 7 ans plus tard par la toute petite fenêtre. Bouteflika, qui savait parfois se montrer reconnaissant,
n'avait pas oublié l'hospitalité de Tebboune et les petits plats préparés par Madame Tebboune. Enfin, préparés par Madame Tebboune, l'officielle. Il permet donc à son ami de circonstance, qui l'a si longuement écouté, de redevenir ministre. Il l'impose donc, y compris contre l'avis des services de sécurité qui n'ont pas fait preuve à l'époque d'un très grand courage, et je parle notamment du général Toufiq, qui était au courant évidemment de la mésaventure parisienne de ce revenant. D'abord, il est ministre de la Communication. Ça lui permet de mettre un pied au gouvernement et ça lui permet aussi de délaisser son commerce de pois chiches. Il finit ensuite ministre de l'Habitat, là où les affaires se font et se défont dans le ciment. Mais très vite, il se retrouve éclaboussé par une nouvelle affaire. Il se retrouve éclaboussé par le scandale Khalifa, une affaire dans laquelle étaient impliqués les 3/4 du sérail algérien. Il est alors accusé d'avoir donné des instructions verbales au directeur des OPGI afin que ces derniers aillent déposer les fonds publics dans la banque Khalifa. Devant le juge, il nie. Mais une autre affaire lui pend au nez malgré ses dénégations à propos de l'argent des OPGI. Le juge qui l'interroge alors lui demande de s'expliquer également sur une dépense qu'il a effectuée de l'ordre de 35 000 € approximativement sur un compte Khalifa Bank. Tebboune commence par dire « Je n'ai pas de compte, ni en dinars, ni en devises dans Khalifa Bank, monsieur le juge ». Mais devant l'insistance du magistrat, Abdelmajid Tebboune finit par reconnaître que le grand patron de Khalifa, Moumen Khalifa, lui avait donné en personne une carte de crédit Mastercard et qu'il avait la possibilité de l'utiliser à sa guise. Elle n'est pas belle la vie? Ce qui en droit s'appelle tout simplement de la corruption. Pour cela, il sera poursuivi. Mais malgré le scandale, il est laissé en liberté en attendant la fin de cette instruction qui, faut-il le préciser, obéit à la procédure de privilège de juridiction dont bénéficient les ministres conformément à l'article 574 à 577 du Code de procédure pénale. Ceci est technique, c'est évidemment pour les avocats, les magistrats et les juristes qui maîtrisent ces aspects. Bouteflika fait tout pour lui éviter la détention préventive, non pas parce qu'il veut le protéger, mais parce qu'il refuse qu'un membre de son gouvernement soit emprisonné. Bouteflika n'a pas envie d'être entaché par cette affaire Khalifa. Mais Tebboune est néanmoins obligé de quitter le gouvernement au mois de juin 2002. Nouvelle traversée du désert. Et Bouteflika dira des choses peu agréables à son sujet en apprenant qu'il avait cette fameuse carte de crédit Mastercard donnée généreusement par Moumen Khalifa. Tebboune ira ensuite pleurnicher pendant plusieurs années devant Saïd Bouteflika et devant Mustapha Bouteflika pour qu'ils puissent intercéder auprès de leur frère, le président, afin que celui-ci dicte à la justice de ne pas l'emprisonner. Oui, parce qu'en vertu du code pénal, Abdelmajid Tebboune risquait à l'époque la prison, il faut le rappeler. Finalement, Bouteflika décide de lui sauver la mise et il demande au général Djebar Mahanna, probablement à travers le général Toufiq, d'agir auprès du tribunal de Blida. Pourquoi? Parce que Djebar Mahanna ne connaissait pas le procureur, mais il était en revanche très proche du procureur adjoint, un certain Abdelhafid Moustiri. Et c'est ce dernier qui a trouvé l'artifice juridique qui permettra de faire l'habillage nécessaire afin de permettre à Tebboune de se tirer d'affaire. Fin des poursuites, officiellement pour vice de forme. Mais malgré tout, il restera chez lui, et ce, même s'il espérait, en tout cas c'est ce qu'il demandait, un poste d'ambassadeur ou même de consul. En vain. Un autre magistrat, celui-ci très proche d'Abdelmajid Tebboune, finira lui par faire clore définitivement cette procédure et de blanchir totalement ce dernier. Ce magistrat s'appelle Qadour Barraja. C'est l'ancien président de la Cour suprême. Agent de la sécurité militaire, ce magistrat est, comme je l'ai dit, proche de Tebboune parce que les deux sont originaires du même village, Boussemroun, dans la wilaya d'El Bayad, moins de 200 km de son lieu de naissance, Mécheria. Le régionalisme a toujours servi, plus d'une fois, à Abdelmajid Tebboune. Grâce à son insistance auprès de la famille Bouteflika, Tebboune revient finalement aux affaires en 2012, après sa nouvelle traversée du désert qui aura duré cette fois 10 ans. Et là, il est à nouveau ministre de l'Habitat et donc en mesure de refaire des affaires. Le peuple a la mémoire courte en Algérie et les gens du sérail deviennent parfois subitement amnésiques.
Il faut le déplorer. De temps à autre, leur manséitude leur permet de repêcher les pires voyous et même de leur refaire une virginité. Souvent, leurs erreurs leur permettent de créer des monstres. On l'a devant nous aujourd'hui. Car on connaît la suite. Tebboune, qui est aussi loyal qu'une vipère, se montrera évidemment reconnaissant à l'égard des Bouteflika, et on sait comment il les a récompensés. Il arrivera même à faire croire qu'il n'a rien à voir avec cette bande, cette Issaba, comme il dit aujourd'hui. Il faut lui reconnaître ce côté ingénieux. Celui qui a été l'un des plus grands serviteurs de la mafia des Bouteflika a réussi à construire un mythe, une nouvelle mafia, tout en jurant que ce sont des gens honnêtes qui n'ont rien à voir avec la mafia qui les a précédés. Rien que pour ça, il devrait recevoir à la fois la Mostra de Venise et la Palme d'Or, ainsi que tous les prix d'interprétation masculine, parce que son œuvre d'acteur est véritablement extraordinaire. Cet homme, oui, est un acteur hors pair, il faut le reconnaître. Je préfère dire ça que de croire que les Algériens constituent non pas des spectateurs, mais un peuple de moutons. Enfin bref, je ne vais pas devenir désagréable. Ainsi va l'Algérie. Un bar à Paris, un enfant jamais reconnu, une vie parallèle, un ministre affairiste, puis président, par magie. Pour finir, voyez cette affaire qui défraie la chronique depuis quelques jours, celle de Nasser El-Djen. Aux dernières nouvelles, il s'était évaporé. Mais dimanche dernier, plusieurs salons algérois bien renseignés ont laissé croire qu'il aurait été arrêté ou qu'il se serait rendu. Depuis 24 heures, des informations contradictoires se télescopent et je crois savoir que la plupart des commentateurs qui évoquent ce sujet sont intoxiqués et manipulés. Pour ma part, voilà ce que je sais. Mais je vous donne cette information avec beaucoup de prudence parce qu'encore une fois, vous n'êtes pas sans savoir que s'il a une seule compétence, ce régime algérien excelle dans les écrans de fumée et la désinformation. Deux sources que je juge à la fois crédibles et sérieuses me confirment le déroulé suivant. Nasser El-Djen était en fuite jusqu'à dimanche matin. Il décide alors d'appeler des proches du chef d'état-major Saïd Chengria pour leur expliquer les raisons pour lesquelles il a fui. Il aurait utilisé la phrase suivante, « Hagrouni », c'est-à-dire « ils se sont mal comportés avec lui ». On comprend qu'il vit son arrestation et les poursuites engagées contre lui comme une profonde injustice. À la suite de cet échange téléphonique, on lui aurait conseillé d'appeler directement le chef d'état-major. C'est ce qu'il a fait. Nasser El-Djen aurait donc accepté de se rendre après une conversation avec Saïd Chengria. Et c'est ainsi qu'à l'issue de cette discussion, une équipe de la DGSI aurait été instruite par le chef d'état-major lui-même pour qu'elle aille récupérer Nasser El-Djen, qui serait, à l'heure où je vous parle, dans les locaux de la DGSI. Encore une fois, je donne ces informations sous toute réserve, en posant la question suivante. C'est la seule, à mon avis, qui est importante dans ce contexte. D'autres officiers supérieurs en activité ou à la retraite parlent à des journalistes ou à des influenceurs en leur disant que Nasser El-Djen serait toujours en fuite. Pourquoi il y a deux informations contradictoires qui émanent du plus haut sommet de l'État algérien? Pourquoi des proches du chef d'état-major affirment que le fugitif s'est rendu, alors que dans l'entourage de la présidence, on affirme que l'ancien patron de la DGSI serait en fuite? Certains vont jusqu'à affirmer qu'il serait déjà en Espagne. Au-delà des spéculations et de la recherche d'informations sensationnalistes, je crois que l'approche la plus sérieuse consiste à s'interroger au sujet de l'opacité qui alimente les rumeurs et les motivations des uns et des autres, à manipuler l'opinion sans jamais utiliser les médias officiels algériens. Les uns disent que l'ancien patron de la DGSI algérienne serait entre les mains des services de sécurité, les autres affirment au contraire que personne ne sait où il se trouve. Ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'il y a des responsables algériens qui ont pris la décision d'instrumentaliser le peuple et de donner à tous ceux qui s'expriment des informations contradictoires pour manipuler les Algériens. À quelle fin? Soit on veut faire croire qu'il est entre les mains des services de sécurité pour faire éteindre le sujet alors qu'il est véritablement en cavale, soit on a dealé avec lui pour qu'il disparaisse en attendant des jours meilleurs afin que personne ne s'intéresse à son cas, en tout cas qu'on cesse de s'intéresser à son cas, ou alors il a été véritablement arrêté après s'être rendu.
Soyez prudents car personne, même ceux qui prétendent être bien informés, personne ne sait avec certitude où est vraiment Nassar al-Jinn et qu'est-ce qu'on lui reproche, même si chacun de nous a évidemment sa petite idée. Ces manœuvres sournoises et indignes d'un État représentent une honte pour tous les responsables et montrent le niveau d'irresponsabilité qui caractérise la majorité des caciques du régime algérien qui ne respectent ni l'État dont ils ont la charge, ni les institutions, encore moins le peuple algérien. Manifestement, c'est cela l'Algérie nouvelle promise par Abdelmadjid Tebboune. En tout état de cause, l'information que je vous conseille de retenir est la suivante. Nous sommes le mardi 23 septembre 2025. Il est 14 h. Et à l'heure où je vous parle, il y a 2 sons de cloche. Et personne ne sait où est la vérité parce que les responsables algériens ne veulent surtout pas que l'on connaisse la vérité. Voilà une autre illustration du système Tebboune. Mensonge et manipulation du peuple algérien et de l'opinion publique internationale. Dans un système qui promeut la docilité et récompense la médiocrité, Tebboune est l'incarnation parfaite de cette nomenclatura à la fois opportuniste, menteuse et insignifiante. Un homme effacé, devenu le chef d'un État effondré. Quelle que soit votre opinion, et je sais que la majorité d'entre vous a peur de s'exprimer, il y a une chose que je me permets de vous conseiller. Au fond de vous-même, n'oubliez jamais qui est vraiment Abdelmadjid Tebboune. Je vous dis à très bientôt.